Bienvenue sur le canal Trends Tendance. Du lundi au samedi, retrouvez nos podcasts quotidiens de décryptage à partir de 16h. Les informations boursières du Trends des marchés et le podcast Trends Bourse sont désormais disponibles sur le canal Trends Bourse. Abonnez-vous aux 2 canaux pour ne manquer aucun épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, on va parler défense, mais surtout de ce que le conflit en Ukraine a changé dans notre manière de penser la guerre. Une guerre qui a remis la technologie, l'industrie et même l'espace au centre du jeu. Pour comprendre ce que cela veut dire concrètement pour la Belgique, nous avons le plaisir de recevoir Alain Denève. Alain Denève, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au Centre d'études de sécurité et défense, spécialiste des technologies militaires, de l'industrie, de l'armement et des questions stratégiques. Alors ça fait bientôt 4 ans que la guerre oppose la Russie et l'Ukraine, avec des répercussions majeures bien au-delà du champ de bataille. Peut-on dire aujourd'hui que l'Europe est d'une certaine manière en guerre avec la Russie, enfin sur le point de vue guerre hybride, j'entends. Oui, il y a effectivement, alors formellement oui, on n'est pas en guerre, mais l'Europe considère effectivement la Russie désormais comme un adversaire, et notamment un adversaire dans cette guerre hybride qui est conduite par la Russie à travers toute une série de procédés, de stratagèmes, et ça touche plusieurs pays membres de l'Union européenne. Donc oui, clairement, l'Europe a changé, je dirais, sans vouloir faire de jeu de mots, son fusil d'épaule par rapport à ce que représente aujourd'hui la Russie et la menace russe. Alors sur le plan technologique, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce conflit jusqu'à présent ? Sur le plan technologique, il est vrai que ce qui marque le plus, ce qui dénote le plus, c'est l'usage des drones, l'usage des technologies émergentes et convergentes qui est faite sur ce qu'on appelle globalement les technologies de l'intelligence artificielle, les algorithmes avancés, qui transforment complètement en fait la manière dont aujourd'hui on envisage la guerre, le combat, dont on organise les troupes, dont on organise les armées. C'est aussi l'enjeu du spatial et le rôle du spatial, sa place dans les opérations militaires. On a affaire vraiment à un modèle de champ de bataille qui ne cesse de se transformer de façon constante en réalité. Et c'est ça qui est particulièrement perturbant pour nos organisations militaires qui sont habituées à avoir des doctrines bien établies, bien consolidées. Et la guerre en Ukraine démontre que tout ça a volé en éclats et on tend à aller vers des systèmes d'armée constamment en adaptation constante en réalité. Donc c'est une rupture profonde en fait. Oui, c'est une rupture assez profonde dans les doctrines, dans la manière d'organiser les forces armées, de concevoir aussi l'emploi des technologies. Encore une fois, le drone est sans doute la meilleure illustration. La façon dont on a conçu par le passé l'emploi des drones à travers des vecteurs assez dimensionnants, avec des programmes très lourds pour des capacités particulièrement teufées, on se rend compte qu'en réalité sur le terrain, le drone a un autre visage, c'est le drone FPV, le First Person View, qui est un drone d'abord civil commercial, adapté, transformé, modulé en fonction des nécessités du combat. On lui adjoint toute une série de choses, à la fois des munitions, de l'intelligence artificielle embarquée. Tout ça se transforme constamment, donc on voit effectivement qu'il y a d'importantes ruptures dans la manière dont on conçoit effectivement les systèmes de force et dont on les a conçus jusqu'à présent. Alors on a largement sous-investi ces dernières années au niveau européen, au niveau belge également. Est-ce qu'on est à la traîne technologiquement, où on se situe finalement aujourd'hui en Belgique ? Alors il faut toujours distinguer 2 choses. Si la question est sommes-nous à la traîne d'un point de vue scientifique, technologique, non. C'est-à-dire qu'on a tout ce qu'il faut, on a les bureaux d'études, on a les compétences pour nous adapter, pour effectivement suivre l'évolution technologique. Ce qui manque, c'est l'organisation, la coordination. Et oui, c'est vrai, jusqu'à un certain point, effectivement, les budgets aussi.
aussi, qui ont été durant 30 ans constamment amenuisés, et les budgets défense ont servi de variable d'ajustement budgétaire. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc, ce qui manque aujourd'hui, c'est de la coordination. C'est aussi une façon optimale de recueillir les retours d'expérience du théâtre ukrainien. Aujourd'hui, l'armée la mieux préparée d'Europe, entre guillemets, c'est l'armée ukrainienne. Et donc, il faut effectivement s'inspirer de ce qui se passe en Ukraine pour, je dirais, calibrer aujourd'hui nos manières de concevoir, ou définir nos manières de concevoir les armements dont on aura besoin, en sachant que il n'y a jamais une génération d'armements qui en remplace une autre totalement. Donc, ce que l'on apprend déjà d'Ukraine, ce que l'on va apprendre dans les années à venir, va venir s'ajouter à ce dont on a déjà besoin et ce dont on est équipé également. Donc c'est un processus à la fois itératif et cumulatif. Est-ce que vous pensez qu'on va rattraper ce retard organisationnel ? C'est possible ? Oui, c'est possible. Il y a jamais rien d'impossible. Je veux dire, à partir du moment où il y a la volonté politique, à partir du moment où il y a les budgets, je veux dire, il ne manque plus que la coordination. La feuille de route, la feuille de route, elle semble assez claire. Ce qui manque encore, c'est la coordination à l'échelle européenne. Effectivement, c'est la principale inquiétude que l'on a actuellement. Mais le retard peut être rattrapé. On voit qu'il y a des initiatives qui sont prises. Est-ce qu'on assiste, selon vous, à un vrai retour stratégique de l'industrie et de l'industrie militaire ? Oui, complètement. C'est vrai qu'on assiste depuis maintenant bien plus de 3 ans maintenant à la fin du cycle qui avait démarré à la fin des années 1990. À la fin des années 1990, tant au niveau européen qu'au niveau américain, l'idée qui avait été, le message qui avait été envoyé aux industriels de défense, c'était de dire, écoutez, il va falloir vous recycler, vous diversifier et tendre davantage vers des solutions commerciales, parce que les carnets de commandes gouvernementaux ne seront plus à la hauteur de ceux qui étaient à la guerre froide, durant la guerre froide. Ce qui fait que voilà, les industries avaient dû revoir leur cahier des charges, le diversifier également. Aujourd'hui, c'est la fin de ce cycle, très clairement. Maintenant, ça ne veut pas dire que la transition vers le tout défense va être pour autant facile. Pourquoi ? Parce que les industriels veulent avoir aussi, et c'est bien leur droit, un certain nombre de garanties sur la pérennité de ce qu'on leur demande. Une vision à long terme. Une vision à long terme, parce qu'il va falloir modifier les chaînes de production, il va falloir concrètement créer de nouvelles usines, et c'est déjà en cours, évidemment, pour pas mal. Il y a des conversions qui devront être faites, des expertises qui devront être recherchées, des compétences à nouveau développées, même si elles existent, il faut encore pouvoir les accueillir et les intégrer. La région wallonne a d'ailleurs mis sur pied une task force avec les 7 plus grandes entreprises actives dans la défense du côté wallon. C'est effectivement ça ? C'est pour définir cette politique à long terme ? Oui, c'est une bonne chose, c'est une bonne démarche. C'est-à-dire ici, la visée, c'est la coordination, c'est d'essayer de comprendre quelles sont, je dirais, les niches capacitaires dans lesquelles la Wallonie présente un certain nombre d'atouts sur des technologies qui sont à la fois duales et militaires, c'est pas un gros mot, et de voir comment effectivement, parce que dans cette réorganisation, il faut bien se rendre compte aussi que c'est une réorganisation qui dépasse évidemment les frontières de la Belgique, et donc il y a une multiplicité d'acteurs en Europe qui sont intéressés par les questions de défense au niveau industriel. On a des grands groupes industriels, donc cette reconfiguration, il va falloir comprendre comment on peut s'y accrocher afin effectivement que les entreprises wallonnes puissent trouver leur place avec leurs propres compétences, avec leur niche technologique dans ce vaste ensemble qui est en train de se remettre en place.
avec des carnets de commandes qui sont bien remplis. Fan Browning, par exemple, le dit chaque semaine. Plus globalement, est-ce que la Belgique dispose aujourd'hui d'un écosystème industriel de défense cohérent, capable justement d'innover et de se projeter sur le long terme? Ah oui, ça, c'est quelque chose vraiment qui est, je dirais, presque peut-être la marque de fabrique de la Belgique, tant au sud qu'au nord du pays, et dans des domaines qui touchent à la fois à la défense, mais qui sont connexes à la défense, comme le spatial, où, je dirais, par la force des choses et par la structure même de notre tissu industriel, ce sont des niches technologiques très spécifiques qui se sont développées et qui étaient là pour démontrer la plus-value qu'avait la Belgique dans un certain nombre de domaines clés qui permettaient à la Belgique de se brancher sur des grands projets. Donc, très clairement, la Belgique a sa carte à jouer en la matière dans ce paysage industriel de défense qui est en train de se reconfigurer. Alors précisément, on est fort dans quoi? C'est quoi l'expertise des 7 grandes entreprises dont on a parlé? Plus généralement, notre expertise belge, c'est quoi? Alors, on a des expertises dans le domaine spatial et aérospatial. On a des expertises également dans les technologies numériques, ce qui peut, tout ce qui permet de faire fonctionner, je dirais, les matériels de défense aussi de manière intelligente. Après, on peut aussi développer un certain nombre de choses dans ce qui est plutôt... si on prend par exemple Browning, la question c'est aussi la masse, la quantité. Au-delà de la qualité, il y a aussi la quantité. Le besoin des militaires aussi, c'est de pouvoir tenir dans la durée. Donc ça aussi, de ce côté-là, il y a un effort auquel la Belgique peut effectivement se joindre, mais toujours dans une logique européenne, il ne faut jamais l'oublier. On en parlait tout à l'heure, les drones, on voit émerger en Belgique des initiatives industrielles. Des entreprises veulent développer, produire localement. Je pense notamment à ALX Systems. Qu'est-ce que ça représente selon vous pour la souveraineté technologique belge ? Ça représente... Alors, il est vrai que... d'abord, tout est dit dans le terme. Souveraineté technologique, c'est d'être en mesure aussi de disposer de capacités de production les plus autonomes possibles, tout en sachant évidemment que l'autonomie parfaite n'existe pas, puisqu'on dépend toujours de composants étrangers. Alors l'idée, c'est quand même de faire en sorte que un maximum soit fait, en tout cas au niveau européen, pour éviter les dépendances extérieures ou les limiter autant que possible. Mais encore une fois, l'idée, c'est de faire en sorte qu'en Belgique, on puisse proposer un certain nombre d'idées sur base des compétences qu'on a acquis à travers les années pour... en faire profiter à la fois notre propre outil militaire, mais également les outils militaires de tout pays européen qui seraient intéressés. Ça permet aussi, en proposant nous-mêmes, je dirais, des solutions technologiques, on permet d'étoffer quelque part aussi la gamme des projets dans lesquels les États voudront piocher. Donc, c'est un facteur aussi d'innovation perpétuelle que de faire en sorte que la Belgique n'ait pas une politique timorée en la matière, mais soutienne l'activité de ces industriels, de ces petites et moyennes entreprises qui travaillent dans ces secteurs de technologie duale et de défense pour justement étoffer, l'éventail des solutions qui peuvent exister pour... et l'idée est toujours celle-là, permettre à l'Europe d'avoir une longueur d'avance malgré tout en matière technologique militaire par rapport à l'adversaire que constitue la Russie. Aujourd'hui, quand on parle de souveraineté, il est souvent question du choix du F-35. Avec le recul, est-ce que ça vous paraît un choix cohérent sur le long terme, au vu de l'évolution en fait, des choses? Alors, ça va peut-être étonner, mais oui, moi je trouve ce choix cohérent. Et alors pourquoi ? Parce que lorsque l'on se focalise comme sur le F-35, on oublie toujours une chose, c'est que le F-35, oui, c'est une plateforme intégrée. Ça veut dire quoi ? C'est que en réalité, elle se branche à un système tactique de combat informatique, qui est aussi celui qui est utilisé par toutes les armées européennes, quel que soit le type de matériel
dont elles font l'acquisition. Donc, je vais prendre le contre-exemple le plus illustratif. Si on supposait, par exemple, une opération européenne, strictement européenne, avec des moyens de combat uniquement européens, eh bien, ceux-ci devraient quand même se brancher à ce système informationnel qui est défini par les Américains, qui s'appelle Link 16, et qui fait que, on peut discuter du choix des plateformes de combat. Il n'empêche, quelles qu'elles soient, elles doivent quand même se brancher à un système américain. C'est pour ça que je suis toujours un peu étonné de la focale que l'on peut avoir sur le F-35. Après, il y a les questions budgétaires, mais bon, ça c'est autre chose. Par ailleurs, par rapport au choix du F-35, par rapport à ce que l'on voit, ce que l'on observe en Ukraine, où effectivement la place du drone est prépondérante, il y a la tentation de se dire, est-ce qu'on a bien fait d'investir dans le F-35, puisque sur le terrain, ce sont les drones qui mènent la danse. En fait, oui, parce que les fonctions ne sont pas les mêmes. Le F-35, ça a essentiellement une valeur dissuasive. Les drones, on est là dans un registre tactique qui est particulièrement dimensionnant, effectivement, pour les forces qui combattent sur le terrain. Et en fait, cet aspect drone, il vient se rajouter quelque part à la panoplie des moyens dont on doit se doter et dont on doit s'équiper et desquels on doit apprendre. Ce qui complique encore, effectivement, la tâche des planificateurs militaires. Si on élargit encore le regard, c'est l'OTAN. Reste aujourd'hui le pilier fondamental de la sécurité européenne. Mais sur le plan technologique, très concrètement, qui impulse réellement la dynamique au sein de l'Alliance ? C'est toujours les Américains, en fait. Ce sont toujours les Américains. Je dirais l'allonge technologique américaine, elle est considérable. Maintenant, il faut toujours il faut quand même malgré tout faire attention. Il y a des choses que les Américains savent faire, et d'autres qui ne savent pas faire. Je veux dire, les Européens ont aussi des cartes à jouer, je dirais, dans cette architecture technologique otanienne. Comme quoi ? Par exemple, la défense antimissile ou la défense antiaérienne. Traditionnellement, les Américains sont plus performants dans les technologies d'interception en haute atmosphère, où là, effectivement, ils ont une expertise technologique et une avance technologique qui est difficilement rattrapable. Il n'empêche, dans des interceptions, à mi-course, etc., les Européens ont des solutions technologiques particulièrement intéressantes qui peuvent venir se combiner et qui se combinent déjà sous certains aspects à ce que les Américains proposent. Donc, il faut toujours bien veiller à l'allonge technologique américaine ne les empêche pas d'avoir des zones de lacunes spécifiques dans lesquelles, paradoxalement, les Européens, eux, ont davantage de maîtrise. Bon, voilà, ça c'est un exemple. Mais de manière globale, il est vrai que ce sont encore les États-Unis qui non seulement ont l'allonge technologique, mais définissent aussi quelque part, je dirais, la grammaire informationnelle sur laquelle, en fait, la grille informationnelle sur laquelle on vient brancher l'ensemble de nos systèmes pour les rendre interopérables et pour qu'ils puissent se coordonner. Il y a quand même ce désengagement américain qui fait un petit peu peur. Est-ce que c'est une réalité stratégique ou plutôt un raccourci médiatique effectif ? Non, ça correspond quand même à une certaine réalité, mais encore une fois, il n'y a jamais rien de perpétuel et l'Alliance Atlantique est quand même une organisation qui existe maintenant depuis plus de 70 ans. Je crois qu'à un moment donné, il fallait bien s'attendre à ce que les choses se modifient ou prennent, une autre orientation, une autre substance en fonction de l'évolution du contexte stratégique et des axes de politique étrangère des uns et des autres. Alors évidemment, avec l'administration Trump, on a des phénomènes brutaux qui se mettent en œuvre, comme des tsunamis. Moi, je dis souvent, la réorientation de la politique étrangère américaine
elle ne date pas de Trump. C'est une lame de fond qui provient déjà de la période Obama, et certains experts considèrent même que même au lendemain, immédiatement après la guerre froide, il y a déjà eu pas mal de débats à l'intérieur, je dirais, de l'establishment américain du département d'État sur la question de ce que serait le rôle à venir des États-Unis dans cette alliance atlantique, en sachant effectivement que, comme essaie de le démontrer Trump, les États-Unis n'aiment pas trop les alliances, classiquement, n'aiment pas trop les alliances empêtrantes, comme ils appellent ça. Donc, je ne pense pas, évidemment, qu'il y aura un retrait pur et simple des États-Unis de l'OTAN. Pourquoi ? Parce que il y a des axes géopolitiques quand même que les États-Unis vont essayer, en tout cas des intérêts géopolitiques que les États-Unis vont quand même surveiller malgré tout. En Europe, le rôle de la Russie, bon voilà, ils vont quand même y attacher une importance, même si on a tendance à penser que Trump et Poutine sont dans une sorte de voyage de noces, enfin de lune de miel. Derrière ça, il faut toujours examiner, et on le voit on l'observe lorsqu'on discute avec des militaires américains, lorsque ceux-ci viennent nous font part de leurs observations dans différents forums auxquels on assiste. Il y a quand même toujours un investissement de l'édifice politico-militaire américain en faveur de la sécurité européenne. Ils ne la prennent pas à la légère. Ils y attachent toujours une importance considérable. Après, oui, il y a la politique politicienne. Je dirais que sur le fond, les choses évoluent, certainement, puisqu'il y a le recentrage du côté Indo-Pacifique. Mais malgré tout, le volet européen n'est pas du tout absent des débats actuels qui ont cours aux États-Unis. Ouais, il y a quand même, au Groenland, de nouveau, il y a des questions qui se posent quand même. Oui. Aujourd'hui, c'est problématique. Qu'est-ce qu'il veut là en fait ? Qu'est-ce qu'on nous impose là en fait ? C'est de nouveau une question de souveraineté. Est-ce qu'on doit s'en inquiéter ou pas ? Oui, mais en fait, c'est ça tout le paragraphe. C'est qu'à la fois, l'administration Trump revient avec une vieille question, qui est celle du Groenland, qui avait été déjà posée par les États-Unis à l'égard du Danemark à de nombreuses reprises par le passé. Très sincèrement, je ne comprends pas toujours la manœuvre qu'il y avait derrière cette pression accrue placée sur le Groenland. Je pense qu'il y a de la part du président Trump une approche territoriale qui est presque surannée, qui est presque dépassée, parce que certes, il faut raisonner en termes de territoire, mais il faut certainement raisonner en termes de système d'alliance. Est-ce que vraiment... je vais dire c'est contre-productif, y compris pour les États-Unis. Il n'y avait concrètement, il n'y a aucun intérêt pour les Américains de faire en sorte que le Groenland devienne américain. Les bases, la base et les installations qu'ils ont déjà sur le Groenland et la liberté qu'ils ont de remodeler à leur envie ces installations et les hommes qu'ils y déploient en fonction des besoins stratégiques, cette liberté de manœuvre est considérable. Donc il n'y avait aucun intérêt à modifier cet état de fait. Maintenant, il est vrai que, voilà, est-ce qu'il s'agissait pour Trump de faire pression sur un pays comme le Danemark pour réveiller les Européens au fait qu'ils doivent veiller davantage à leur défense européenne ? J'ai aussi des doutes. Très honnêtement, je ne comprends pas, parce que c'est presque contre-productif pour les États-Unis qui étaient parvenus à convaincre les Européens d'évoluer vers ces fameux 5% de dépenses de défense. Donc aujourd'hui, les Européens se disent oui, mais bon, quelle sera demain la nouvelle exigence d'une administration qui nous a déjà convaincus d'aller dans le sens de leur doléance. Donc
très très honnêtement, je n'ai pas compris cette séquence. Mais encore une fois, c'est une séquence. C'est-à-dire que malheureusement, sans doute qu'avec l'administration Trump, on devra s'habituer à avoir effectivement des coups de sang sur certaines questions qui vont, focaliser l'attention, et c'est sans doute fait pour ça, l'attention médiatique par cycle, avant qu'une autre question ne prenne le relais. Donc il faut toujours, je pense, prendre du recul, de la hauteur. Moi, ce que je constate lorsque je vais dans différents forums où on interagit avec des représentants des forces armées américaines, la base du discours est quand même la même s'il y a une diversité des intérêts, plus grande diversité des intérêts recherchés par les États-Unis. Par rapport à l'Europe, la base du discours est quand même la même. Ouais. Si vous deviez résumer le principal défi aujourd'hui pour la Belgique et pour l'Europe, c'est avant tout une question de moyens humains, de capacité industrielle, de coordination, de vision stratégique, ou d'une véritable culture de défense à construire en Belgique et en Europe? J'opterais pour plutôt la culture de défense. Une culture de défense, une culture de la sécurité qu'il faudra redéfinir, qui ne concerne pas simplement, je dirais, le domaine politique ou le domaine militaire, mais à la fois les activités de nos entreprises les plus critiques en Belgique. C'est la protection de nos savoirs industriels, de nos savoirs technologiques. C'est la protection de nos infrastructures d'une manière générale par rapport à une guerre hybride russe qui, on le voit à travers lorsqu'on fait une cartographie des différents actes à la fois de sabotage, de sabotage, de guerre informationnelle qui est conduite par la Russie. Il y a d'ailleurs un institut à Londres très sérieux qui a fait une excellente cartographie de tous ces événements. On se rend compte que la menace peut se situer à différents niveaux, au niveau même, et elle se situe déjà au niveau de la société, au niveau de cette guerre informationnelle qui est conduite par la Russie et qui compte sur des relais à l'intérieur de la société, à l'intérieur de certaines entreprises aussi, on peut pas l'exclure. Donc tout ça, c'est quelque chose à reconstruire. C'est une culture que l'on avait par le passé, que l'on a tout logiquement abandonnée parce que le contexte s'était modifié, était bâti davantage sur la coopération mutuelle. On se rend compte qu'aujourd'hui, cette coopération mutuelle s'efface tout doucement et cède la place à un système d'équilibre des forces. Il faut effectivement se dire qu'aujourd'hui, hélas, le recul du droit nous conduit dans une situation où cette culture de défense, cette culture de la sécurité doit être rebâtie. Il ne s'agit pas de verser dans une paranoïa, mais dans une vigilance saine, intelligente et intelligemment construite, je dirais. Merci beaucoup Alain Denève pour cet échange et cet éclairage rigoureux sur les enjeux technologiques, industriels et stratégiques de la défense. À bientôt pour un autre podcast. Merci, c'était avec plaisir. C'est tout pour aujourd'hui. Vous vous intéressez aussi à l'actualité boursière et aux conseils des investisseurs. Alors retrouvez-nous également sur le canal Trends Bourse. À très bientôt, ici sur Trends Tendance et sur Trends Bourse.